On dit que rien de bon ne vient jamais du bout du monde. Après ce que nous avons trouvé à 300 mètres sous la barrière de Ross, je suis encline à partager cet avis. Je m'appelle Sarah et je suis glaciologue au sein de la Coalition internationale pour la recherche en Antarctique. Au cours des 7 dernières années, j'ai participé à diverses expéditions pour étudier les carottes de glace, les modèles climatiques et les formations géologiques du continent le plus inhospitalier de la Terre. J'ai passé plus de temps sur la glace que la plupart des gens dans leur maison d'enfance. Je pensais avoir vu tout ce que l'Antarctique avait à offrir, sa beauté sauvage, sa solitude écrasante, la façon dont le paysage peut passer de paisible à mortel en quelques minutes. Je me trompais. Cette expédition devait être routinière. Notre équipe de 12 chercheurs avait été envoyée pour étudier des signatures inhabituelles détectées par un géoradar lors d'un relevé aérien, 6 mois plus tôt. Les mesures suggéraient là la présence d'une cavité massive, sous la glace, peut-être un lac souterrain ou une cavité volcanique. De telles découvertes ne sont pas rares en Antarctique. Le lac Vostok, le lac Williams et des dizaines d'autres ont été découverts au cours des dernières décennies, isolés du monde extérieur depuis des millions d'années. Chacun d'entre eux offre une fenêtre intacte sur le passé lointain de la Terre. Mais les signatures radars que nous étions chargés d'étudier étaient différentes. Le vide était immense, à peu près de la taille du centre d'une grande ville, et la glace environnante présentait des anomalies structurelles qui suggéraient qu'il ne s'était pas formé naturellement. James, notre géophysicien en chef, ne pouvait expliquer la précision géométrique de certaines formations. Personne d'autre ne le pouvait. Nous avons établi notre camp de base à 5 km des coordonnées de l'anomalie. Il s'agissait d'une procédure standard. Déployer les modules d'habitation, les tentes de stockage, les générateurs et les équipements de communication avant de commencer le travail proprement dit sur place. L'Antarctique ne pardonne pas l'improvisation. Ici, tout doit être planifié, dupliqué et vérifié 3 fois. Nous avons passé la première semaine à effectuer des balayages géoradars au sol, confirmant les données de la photographie aérienne. Les résultats étaient encore plus étranges que ceux à quoi nous nous attendions. Le vide se trouvait exactement à 280 mètres sous la surface de la glace. Sa forme n'était pas organique. Il n'y avait pas les contours lisses et naturels d'un lac souterrain ou d'une grotte volcanique. Au lieu de cela, le balayage montrait une structure presque parfaitement sphérique, avec plusieurs chambres ramifiées. « C'est impossible », a déclaré James en regardant l'écran de son ordinateur portable dans notre tente de recherche principale. À l'extérieur, le vent soufflait à 80 km/h, faisant trembler et vibrer les parois de la tente. La glace ne se forme pas naturellement en de telles structures. « Une activité volcanique ?» suggéra Margaret, notre volcanologue. Elle leva les yeux de son propre ensemble de données, le visage éclairé par la lumière bleue de l'écran. James secoua la tête. Aucune signature thermique, aucun signe d'activité volcanique dans un rayon de 100 km. Cette chose est froide, complètement froid. J'étudiais les relevés, suivant les contours du vide sur l'écran. Il y avait d'autres anomalies. À l'intérieur de la chambre principale, le géoradar détectait de nombreux objets plus petits, des masses de solides éparpillées sur le sol de la grotte, dans ce qui semblait presque ordonné, pas aléatoire, pas naturel. « Nous devons descendre là-bas », ai-je dit doucement. Les autres membres de l'équipe m'ont regardé. Nous savions tout ce que je voulais dire. La procédure standard pour une telle découverte consistait à passer des mois à mener des recherches non invasives, à remplir d'interminables formulaires d'autorisation, à attendre des fonds et du personnel supplémentaire. Mais nous savions aussi que nous étions à l'aube de quelque chose d'extraordinaire, et nous n'avions que 6 semaines avant d'être évacués avant l'arrivée de l'hiver antarctique.
Si nous voulions le faire, c'était maintenant ou jamais. Il nous a fallu 3 jours pour préparer le site de forage. Nous avons choisi un point situé juste au-dessus du centre de la cavité principale où la glace semblait la plus stable. La foreuse que nous avions apportée avec nous fonctionnait à l'eau chaude sous pression, un système qui fait fondre la glace plutôt que de la percer mécaniquement. Plus propre, moins de risque de contaminer ce qui pourrait se trouver en dessous. Thomas, notre technicien de forage, supervisait l'installation de l'équipement. C'était un vétéran des expéditions en Antarctique. C'était son 16e voyage sur le continent, et il avait travaillé sur des stations de forage allant de la station McMurdo au dôme Concordia. Si quelqu'un pouvait nous faire traverser en toute sécurité près de 300 mètres de glace ancienne, c'était bien lui. « Vous en êtes une sûre ?» m'a-t-il demandé le 2e jour de préparation. Nous nous tenions à côté de la foreuse, regardant le reste de l'équipe fixer les derniers câbles et tuyaux. La température était de moins 35 degrés Celsius, mais sans vent, elle semblait presque douce selon les normes antarctiques. « Sûr de quoi ?» répondis-je, même si je savais ce qu'il voulait dire. « Que c'est une bonne idée de descendre là-bas sans protocole approprié, sans équipe de secours. » Je le regardais. Thomas avait 20 ans de plus que moi, le visage buriné par des décennies passées dans des conditions extrêmes. Derrière ses lunettes de protection, son regard était sérieux. « Nous avons un protocole, dis-je, le nôtre, et nous avons une équipe de secours, nous 12. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais ce que tu voulais dire. Je me suis retourné vers la foreuse. Mais si nous attendons l'approbation officielle, cela prendra 1 an, peut-être 2. Et d'ici là, quelqu'un d'autre pourrait arriver ici en premier, ou le financement pourrait s'épuiser, ou les conditions climatiques pourraient changer. Nous sommes ici maintenant. Nous avons l'équipement. Nous pouvons le faire. » Thomas resta silencieux pendant un long moment. « J'ai vu beaucoup de choses étranges sur ce continent, dit-il enfin. Des choses qui n'ont aucun sens. Des choses qui vous font vous demander ce qui se passe réellement sous toute cette glace. » Il me regarda. « Mais celui-là est différent. Je le sens. Quelque chose ne va pas. » « Les données du géoradar ? Au diable les données du géoradar, je veux dire ici, cet endroit. Tu ne le sens pas ? » Je voulais dire non. Je voulais rejeter cela comme une superstition, comme une inquiétude naturelle face à une opération inhabituelle. Mais je ne pouvais pas, parce que je le sentais vraiment. Dès notre arrivée sur place, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pas vraiment menaçant, juste déplacé. Comme si nous enfreignions une règle tacite en franchissant une frontière dont nous n'aurions pas dû connaître l'existence. Les pingouins évitaient cette zone. Nous l'avions tous remarqué. D'habitude, on pouvait voir des manchots empereurs errer à quelques kilomètres de n'importe quel campement côtier. Mais ici, rien. Même les squats, ces charognards effrontés qui traquent généralement les colonies humaines, restaient à distance. « Je le sens », ai-je finalement admis. « Mais nous le faisons quand même. » Thomas a hoché lentement la tête. « D'accord, alors nous faisons ce qu'il faut. Double sécurité surtout. Personne ne descend seul. Pas de héros. Pas de risque. » D'accord. Nous avons commencé le forage tôt le matin du 21 décembre. En Antarctique, bien sûr, il n'y avait pas vraiment de matin. Le soleil tournait simplement dans le ciel, à la même altitude, sans jamais se coucher pendant la saison estivale. Mais nous avons maintenu un horaire basé sur l'heure de Greenwich, simplement pour conserver une certaine routine. La foreuse s'est mise en marche dans un grondement constant, chauffant l'eau à des températures proches de l'ébullition avant de l'injecter sous une pression extrême. Le jet d'eau chaude a commencé à faire fondre la glace, créant un trou d'environ 1 mètre de diamètre. L'eau fondue était immédiatement pompée vers la surface, filtrée, réchauffée et recyclée. Le processus était lent.
La glace ancienne de l'Antarctique est incroyablement dense, comprimée par le poids de millénaires de stratification. Nous avancions à une vitesse d'environ 15 mètres par heure, ce qui signifiait près de 18 heures de forage continu pour atteindre la cavité. L'équipe travaillait par roulement, surveillant en permanence l'équipement, vérifiant la pression, la température et la stabilité de l'ouverture. J'ai pris le quart de nuit avec James, assise dans la relative chaleur de la tente de contrôle, observant les chiffres sur les écrans, écoutant le ronronnement régulier des machines à l'extérieur. « Sarah », a dit James vers 3 heures du matin, heure locale. « Regarde ça. » Il a pointé l'un des écrans affichant les données du géoradar en temps réel. Nous avons continué à scanner pendant le forage, suivant notre progression vers la cavité. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en me penchant pour mieux voir. « À 160 mètres de profondeur, tu vois cette ligne ?» J'ai examiné l'écran. À environ 160 mètres de profondeur, il y avait une limite distincte dans la structure de la glace. Au-dessus de cette ligne, la glace présentait une stratification normale, des bandes horizontales formées par des chutes de neige saisonnières, comprimées au fil des millénaires. Mais en dessous de la ligne, la structure était différente, plus chaotique, presque perturbée. « Quelle est la datation à cette profondeur ?» demandai-je. James se pencha sur son ordinateur portable, effectuant des calculs basés sur les vitesses connues d'accumulation de glace dans cette région. « Environ 1000 ans, dit-il. Plus ou moins un siècle. 1000 ans. » Je me suis adossé à ma chaise, digérant l'information. Quelque chose avait perturbé la glace à cet endroit il y a 1000 ans. Quelque chose d'assez important pour laisser une trace détectable dans les archives géologiques. C'est à ce moment-là que la cavité s'est formée, demandai-je. Peut-être, ou quand quelque chose s'est produit à l'intérieur. Difficile à dire sans données supplémentaires. Je regardais l'écran, suivant les motifs sinueux de la glace sous la limite millénaire. Il semblait presque intentionnel, presque comme des vagues se propageant vers l'extérieur à partir d'un point central. Comme si quelque chose avait explosé, ou comme si quelque chose avait été scellé. Nous avons pénétré dans la cavité à 16h40, heure locale, le lendemain. La foreuse a soudainement accéléré, la tête a percé les derniers remètres de glace dure et est sortie dans un espace vide. Les capteurs ont immédiatement commencé à sonner l'alarme. Chute de pression, perte de résistance, changement de température du flux de retour. Thomas a immédiatement arrêté le forage. Nous nous sommes tous rassemblés dans la tente de contrôle pour examiner les données. « Nous sommes à l'intérieur », a-t-il dit inutilement. « Le trou est abestable, pas d'effondrement, pas de fuite de gaz. C'était l'une de nos principales craintes, que la cavité contienne des poches de gaz anciens comprimés qui pourraient exploser lorsque leur environnement scellé serait brisé. Mais les capteurs indiquaient une pression atmosphérique normale, une composition atmosphérique normale, rien de toxique, rien de dangereux, du moins rien que nos instruments aient pu détecter. La température, ai-je demandé. Moins 23 degrés Celsius à l'intérieur de la cavité, a répondu Margaret. Beaucoup plus chaud que la glace environnante, mais toujours bien en dessous de zéro. D'où vient cette chaleur ? Elle a secoué la tête. On ne sait pas. Il n'y a pas d'activité volcanique. Il n'y a pas de source géothermique dans cette région. Cela n'a aucun sens. Rien de tout cela n'avait de sens. Mais nous étions trop loin pour nous arrêter maintenant. Nous avons descendu les caméras en premier. 2 drones de recherche robotisés, équipés de caméras haute résolution, de capteurs de température, d'analyseurs atmosphériques et de puissantes lampes LED. Ils descendirent lentement le long des câbles, à travers le trou de forage, transmettant des images vidéo en temps réel à la surface. La première chose que nous avons vue, c'était de la glace. Bien sûr,
de la glace. Les parois du trou défilaient, lisses et brillantes à cause des opérations de forage. Les drones descendaient l'amour de 20 mètres, 30, 40. Le cercle de ciel, visible à travers le trou, devenait de plus en plus petit. Puis les drones sont sortis du trou. Nous sommes tous restés silencieux, les yeux rivés sur les écrans. La cavité était immense. Les caméras des drones ne pouvaient pas tout filmer d'un seul coup, même avec leurs objectifs grand angle. Nous voyions un plafond voûté de glace s'étendant dans l'obscurité dans toutes les directions. Un sol de glace environ 50 mètres plus bas. Et entre les deux, « Oh mon Dieu !» murmura Margaret. Des structures, des dizaines, des centaines, dispersées sur le sol de la grotte selon ce qui était sans aucun doute un schéma ordonné. Elles étaient faites de pierre et de glace, grossièrement travaillées, mais manifestement artificielles. Certaines étaient de simples formes bombées, d'environ 2 mètres de haut. D'autres étaient plus complexes, avec plusieurs chambres reliées par de courts tunnels. Une colonie. C'était une colonie. Sous 300 mètres de glace antarctique, quelqu'un avait construit une colonie. James fut le premier à parler, la voix tremblante. « C'est impossible, c'est absolument impossible. » La datation de la glace, dis-je, le cœur battant. Tu as dit que la limite de perturbation remontait à 1000 ans. À peu près. Oui. Alors ces structures, elles sont là depuis au moins 1000 ans. Le silence dans la tente était absolu, seulement rompu par le ronronnement des générateurs à l'extérieur et le léger bourdonnement des appareils électroniques. Il y a 1000 ans, il n'y avait pas d'expédition en Antarctique. Il n'y avait pas de station de recherche. Il n'y avait même pas d'observation confirmée du continent avant le 19e siècle. L'Antarctique était totalement inconnue du monde civilisé. Gelé, inaccessible, totalement impropre à la vie. Et pourtant, quelqu'un était là. Quelqu'un avait construit un établissement permanent. Quelqu'un vivait ici, sous la glace, il y a 1000 ans. Thomas se tourna vers moi. Nous devons le signaler, immédiatement. C'est la plus grande découverte archéologique de l'histoire de l'humanité. Il avait raison, mais je savais aussi qu'une fois que nous l'aurions signalé, notre temps avec cette découverte serait révolu. Les agences gouvernementales allaient débarquer sur place. L'armée aussi, probablement. Le site serait classé secret, isolé, étudié par des gens qui avaient plus de pouvoir et moins d'intérêt pour la science que pour le contrôle. Nous allons le signaler, dis-je, mais nous devons d'abord documenter. Nous devons comprendre ce qu'il y a là-dessous avant que quelqu'un d'autre ne prenne le contrôle. Sarah, une seule équipe. Nous descendons, effectuons une évaluation initiale, prélevons des échantillons. 6 heures maximum. Ensuite, nous envoyons immédiatement un rapport complet à la coalition. Personne n'a protesté. Ils savaient tous que j'avais raison. C'était une chance unique. Un moment qui allait déterminer nos carrières, nos vies, peut-être même toute l'évolution de l'archéologie antarctique. Nous ne pouvions pas simplement partir. L'équipe de descente était composée de 5 personnes. Moi, Thomas, James, Margaret et David, notre spécialiste en sécurité biologique. Nous avons enfilé des combinaisons de protection complètes, non seulement pour nous tenir chauds, mais aussi pour éviter toute contamination. S'il y avait des matières organiques là-bas, nous devions les préserver autant que possible. La descente a duré 40 minutes. Nous avons utilisé des treuils mécaniques, descendant un par un, dans le trou de forage, à intervalles de 5 minutes. Je suis descendu en deuxième, après Thomas. Être assise dans un harnais de sécurité, descendant lentement dans l'obscurité totale, à travers un étroit tube de glace, a été l'une des expériences les plus effrayantes de ma vie. Ma lampe frontale éclairait les parois autour de moi, une glace lisse et infinie, d'un blanc bleuté. Je pouvais entendre ma propre respiration, bruyante dans mon casque fermé. Je pouvais sentir les vibrations du câble du treuil.
Je pouvais voir la faible lueur de la lampe de Thomas quelque part en dessous. Puis la glace s'est arrêtée et je me suis retrouvé suspendu dans le vide. La lampe de Thomas se trouvait à environ 28 mètres plus bas, petit point lumineux dans l'obscurité infinie. Je regardais autour de moi, ma propre lumière, essayant de percer l'obscurité. Je pouvais voir des traces de structure en dessous. Je pouvais voir le bord lointain du plafond de glace. Je pouvais sentir l'immensité de l'espace peser sur moi de tous côtés. « J'y suis presque », dit la voix de Thomas à la radio. J'atterris maintenant. 30 secondes plus tard, je touchais le fond près de lui. Mes pieds retrouvèrent un sol glacé et solide. Je me détachai du câble et allumai ma deuxième lampe, un puissant projecteur fixé à ma poitrine. Et enfin, je vis le village en pleine lumière. C'était incroyable. Un village miniature, entièrement construit de glace et de pierre, s'étendant à perte de vue dans toutes les directions. Les structures étaient disposées en cercles concentriques grossiers, les plus petites aux extrémités, augmentant progressivement vers ce qui semblait être la zone centrale. Chaque structure était unique, mais toutes suivaient le même schéma de base. Des chambres, en forme de dôme avec des entrées si basses, construites à partir de blocs de pierre, soigneusement empilés et remplis de neige et de glace compactée. La technique de construction était similaire à celle des igloos esquimaux, mais beaucoup plus sophistiquée, plus permanente. Il devait s'agir d'une expédition scientifique, a déclaré James lorsque le dernier membre de notre équipe a atterri. Il s'est dirigé vers la structure la plus proche, sa caméra enregistrant activement. Peut-être des Polynésiens, ils avaient d'incroyables capacités de navigation. Ou peut-être des Scandinaves. Les Vikings ont atteint l'Amérique du Nord il y a environ 1000 ans. En Antarctique, Margaret secoua la tête. C'est 10 000 kilomètres plus loin, à travers les eaux les plus violentes de la planète, sans équipement de navigation moderne, sans radio, sans même savoir que ce continent existait. Et pourtant, dis-je doucement, quelqu'un est venu ici. Nous avons méthodiquement parcouru le village, documentant chaque structure, prenant des centaines de photos, dressant un plan. Il y avait 63 bâtiments distincts, tous vides, tous ouverts sur le ciel, aucun signe de toit ou de couverture. Mais il y avait d'autres détails, intrigants, inquiétants. Chaque structure avait une cuvette peu profonde, creusée près de l'entrée, peut-être un emplacement pour un feu, bien qu'il n'y ait aucune trace de combustion. Les murs intérieurs de certains bâtiments étaient sculptés de motifs géométriques simples, triangles, cercles, lignes répétitives. Ce n'était pas un travail aléatoire, mais pas tout à fait ce que j'appellerais de l'art. Et puis il y avait des objets, des artefacts. Pas beaucoup, mais suffisamment pour confirmer que des gens avaient vécu ici. Des outils en pierre, des lames, des grattoirs, des pointes. Tous grossièrement travaillés, mais fonctionnels. Quelques aiguilles en os, incroyablement bien conservées dans cet environnement gelé. Ce qui semblait être un cadre pour tendre la peau, fait d'os courbés, reliés entre eux par une sorte de tendon torsadé. Mais pas d'os, pas de restes humains, pas de sépulture, pas de corps. « Où sont-ils tous ?» demanda David, exprimant la question que nous nous posions tous. Si c'était un village, il devrait y avoir au moins quelques restes, un cimetière peut-être, quelque chose. Personne n'avait de réponse. Nous avons continué à explorer, nous frayant un chemin vers le centre du village. Les structures devenaient de plus grandes ici, plus complexes. L'une d'elles comportait 3 chambres, reliées entre elles. Une autre avait ce qui semblait être une plateforme surélevée au centre, peut-être un lieu de couchage, peut-être autre chose. Puis, nous avons atteint le bâtiment central. Il était massif par rapport aux autres, mesurant environ 10 mètres de diamètre, avec un dôme s'élevant à près de 4 mètres de hauteur. L'entrée était plus large que les autres, et au-dessus de l'entrée,
sculptés dans la pierre avec beaucoup plus de talent que les simples motifs que nous avions vus ailleurs, se trouvait une série de symboles. Pas des lettres, pas des chiffres, juste des signes. 23 au total, disposés en 3 rangées horizontales. « Une langue ?» demanda Margaret, sa caméra enregistrant chaque détail. « Peut-être », répondit James, « ou des marques cérémonielles, des symboles religieux, impossible à dire sans plus de contexte. » Je regardais les symboles, essayant de trouver un motif, quelque chose de familier. Rien ne ressemblait à un système d'écriture que je connaissais. Certains signes étaient mais simples, des croix, des cercles, des lignes en zigzag. D'autres étaient mais plus complexes, des courbes entrelacées, des spirales suspendues. « Nous entrons », ai-je dit. Thomas m'a attrapé la main. « Sarah, attends. Nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur. La structure pourrait être instable. » Ou... Il n'a pas fini sa phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. Nous le sentions tous. Le même sentiment de malaise qui nous habitait depuis notre arrivée sur les lieux. Mais maintenant, il était plus fort, plus immédiat. « Alors je vais y aller en premier, » dis-je. « Les autres attendent ici. Si quelque chose ne va pas, vous me sortez immédiatement. » Avant que quelqu'un ait pu protester, je franchis le seuil. L'intérieur du bâtiment central était une grande salle, complètement vide, à l'exception du centre, où se trouvait un seul objet. C'était un pilier. Il mesurait environ 1,20 m de haut et était fait d'un matériau sombre et réfléchissant qui n'était ni de la glace ni de la pierre. Peut-être de l'obsidienne, du verre volcanique. Il était parfaitement cylindrique, avec une surface lisse qui semblait absorber la lumière de ma lampe plutôt que de la refléter. Je m'en approchais lentement, chaque pas prudent, mes yeux à l'affût du moindre signe de danger. Le sol était stable, les murs étaient solides. Tout semblait... Non, tout ne semblait pas normal, car lorsque je me suis approché du pilier, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'air autour de lui était déformé, pas de manière évidente, juste un léger scintillement, comme les ondes de chaleur provenant d'un asphalte brûlant. Mais c'était impossible. La température ici était de 20 degrés en dessous de 0. « Sarah ?» demanda Thomas par radio. « Que vois-tu » ?« Un poteau, » répondis-je. « Au centre de la pièce. Une sorte de... pierre ? Je ne suis pas sûr. Des matières organiques ? Non, rien d'autre que le poteau. Je fis le tour du poteau pour l'examiner sous tous les angles. Sa surface était couverte de motifs sculptés, les mêmes symboles que nous avions vus au-dessus de l'entrée, mais en beaucoup plus grand. Des centaines, peut-être des milliers, recouvraient dans chaque centimètre carré de la colonne. Et il n'était pas statique. Je reculai, mon pouls s'accéléra. Les symboles bougeaient, pas rapidement, pas de manière évidente, mais ils bougeaient bel et bien, changeant et se reconfigurant lentement, comme si quelqu'un réécrivait très lentement un texte. « Thomas, » dis-je en essayant de garder un ton calme, « j'ai un problème. L'objet dans le bâtiment central, il est actif. Il fait quelque chose. » « Que veux-tu dire par « actif » ? Les motifs qui le composent changent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas électronique, c'est juste... Ça change, tout simplement. Silence à la radio. Puis la voix inquiète de James. « Sarah, sors de là, immédiatement. » Mais je ne pouvais pas, parce que lorsque je regardais attentivement le poteau, essayant de comprendre ce que je voyais, j'ai commencé à remarquer une régularité dans la façon dont les symboles bougeaient. Ils n'étaient même pas aléatoires, ils se répétaient. Des cycles à l'intérieur de cycles, certains se terminant en quelques secondes, d'autres semblant se dérouler beaucoup plus lentement. Ce n'était pas simplement de l'art. Ce n'était pas simplement une décoration. C'était quelque chose de fonctionnel, quelque chose d'intentionnel. J'ai tendu la main
touchant presque la surface du poteau. « Ne le touche pas !» a crié David. « Pour l'amour de Dieu, Sarah, ne le touche pas !» Ma main s'est arrêtée à 1 centimètre de la surface. Je pouvais sentir quelque chose émaner de lui, ni chaud, ni froid, mais une sorte de pression, comme si l'air autour de lui était plus dense qu'il ne devrait l'être. « Fais-le !» m'a murmuré une petite voix au fond de mon esprit. « Touche-le. Comprends. » Je retirai ma main, soudain effrayé, pas par le pilier, par moi-même, par le fait qu'une partie de moi voulait le toucher malgré les avertissements, malgré l'étrangeté évidente de la situation. Je reculai rapidement, trébuchant sur mes propres pieds, dans ma hâte de sortir du bâtiment central. Le reste de l'équipe s'est rassemblé autour de moi lorsque je suis sorti. « Qu'y a-t-il à l'intérieur ?» a demandé Thomas. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. « Quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne devrait pas être là. » Nous sommes restés silencieux, regardant l'entrée du bâtiment central. Personne n'a proposé d'entrer pour jeter un second coup d'œil. Personne ne proposa d'essayer d'enlever le poteau pour l'examiner. Nous le sentions tous à présent, ce sentiment d'anomalie qui se transformait en quelque chose de plus grand. La peur, une peur réelle, primitive, qui n'avait rien à voir avec la pensée rationnelle et tout à voir avec les instincts ancestraux qui nous poussaient à fuir. « Nous avons suffisamment documenté la situation, » dit Margaret, la voix tremblante. « Remontons. Laissons les gens qui gagnent beaucoup plus que nous s'en occuper. » J'étais sur le point d'acquiescer lorsque James dit « Attendez, écoutez, nous nous sommes tus. » Au début, je n'entendais rien d'autre que ma propre respiration et le bourdonnement de ma combinaison de survie. Puis, je l'ai perçu, un son très faible provenant de quelque part au fond de la grotte, au-delà de la lueur. Cela ressemblait à un chant. Non, pas un chant. Un grondement. Un grondement grave et résonnant que je ressentais davantage comme une vibration dans ma poitrine que comme un son. « Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang ?» murmura David. Le son changeait, montait et descendait en vagues lentes. Ce n'était pas tout à fait une mélodie, mais pas tout à fait un bruit aléatoire non plus. Quelque chose entre les deux. Je regardais les autres membres de l'équipe. Ils l'entendaient tous aussi. Leur posture était tendue, leur tête tournée vers la source du son. « C'est peut-être le vent ?» suggéra Margaret, qui passe à travers des fissures dans la glace. « Nous sommes à 300 mètres sous la surface, » répondit Thomas. « Dans une cavité fermée. Il n'y a pas de vent ici. » Le grondement s'intensifia, et maintenant, il y avait autre chose, un autre son en dessous. Comme des pas? Non, trop rythmé, trop régulier, comme un tic-tac ou un battement, ou des battements de cœur. « On s'en va », dis-je soudainement. Tout de suite, tout le monde retourne aux cordes, immédiatement. Personne ne discuta. Nous nous mîmes à courir. Courir dans des combinaisons de protection sur un sol glacé et glissant était difficile et dangereux, mais aucun d'entre nous ne s'en souciait. Nous voulions simplement sortir de là. Nous voulions remonter à la surface, vers la lumière, vers le monde familier. J'ai atteint ma corde en premier. Je m'y suis accroché et j'ai fait signe à l'équipe en surface de commencer à me hisser. Le treuil s'est tendu et j'ai commencé à monter. Lorsque je me suis élevé au-dessus du sol de la grotte, j'ai regardé en arrière et je les ai vus. Des silhouettes se déplaçant entre les structures, à peu près à la limite de la zone éclairée par nos lampes, trop loin pour les voir clairement, trop loin pour être sûr qu'elles étaient bien réelles. Mais elles bougeaient, c'était certain, lentement, de manière déterminée, comme si elles patrouillaient dans le périmètre du campement. « Mon Dieu !» ai-je halté dans la radio. « Il y a quelqu'un là-bas, des gens, il y a des gens là-bas. » « Quoi ?» a répondu Thomas, toujours allongé sur le sol de la grotte. « Sarah, qu'est-ce que tu dis ? Au bord du monde, regardez le bord du monde.
Je voyais les faisceaux de leurs lampes pivoter, se diriger vers les bords de la grotte. Quelques secondes plus tard, j'entendis la voix de David, qui murmurait à peine « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » « Tout le monde se lève !» cria Thomas. « Tout le monde aux cordes, tout de suite !» Je continuais à grimper, les yeux rivés sur ce qui se trouvait en dessous. Les silhouettes devenaient plus nettes à mesure que le reste de l'équipe braquait ses lampes sur elles. Il y en avait des dizaines, peut-être une centaine, toutes dans la même zone, toutes se déplaçant avec la même démarche lente et raide. Ils étaient vêtus de peau, des vêtements grossièrement cousus à partir d'une sorte de fourrure ou de cuir. Leurs visages étaient pâles, presque lumineux dans la faible lumière. Leurs yeux, je ne pouvais pas voir leurs yeux. Ils étaient allés trop loin. Mais je les sentais. Ils observaient, ils évaluaient, ils décidaient comme quoi faire des invités indésirables qui avaient envahi leur ancienne demeure. Le treuil continuait à me tirer vers le haut. Je suis entré dans le trou de forage, les silhouettes ont disparu de ma vue. Tout ce que je pouvais voir maintenant, c'était la glace lisse et le lointain cercle de lumière du jour au-dessus. J'entendais les voix du reste de l'équipe à la radio, tous se criant dessus, paniqués, se disputant. Thomas criait à quelqu'un d'aller plus vite. Margaret priait. David répétait sans cesse « Ils ne peuvent pas être vivants. Ils ne peuvent pas être vivants. Ils ne peuvent pas être vivants. » La remontée à la surface a pris une éternité. Chaque mètre était une agonie. Chaque seconde était remplie de la terreur que quelque chose attrape ma corde par en dessous et me tire vers le bas, dans l'obscurité. Mais cela ne s'est pas produit. J'ai atteint la surface. Des mains m'ont attrapé et tiré hors du trou. Je me suis effondré sur la glace, tremblant de manière incontrôlable malgré ma combinaison de protection. Le reste de l'équipe a suivi, l'un après l'autre, tous vivants, tous sains et saufs, tous complètement traumatisés par ce que nous avions vu. Une fois que nous étions tous en haut, Thomas a immédiatement ordonné à l'équipe en surface de commencer les procédures de scellement. Ils ont abaissé un couvercle métallique sur le trou de forage, le scellant en le soudant en place. Puis, couche après couche, ils ont ajouté des scellages supplémentaires jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace du trou. Ce n'est qu'après cela que nous avons osé retirer nos casques. La semaine qui a suivi la découverte s'est déroulée dans un tourbillon d'activités désespérées. Nous avons immédiatement envoyé un rapport complet à la coalition internationale pour la recherche en Antarctique. Nous avons téléchargé chaque photo, chaque mesure, chaque seconde de vidéo. Nous avons demandé une évacuation immédiate, une aide immédiate, une reconnaissance immédiate du fait que nous avions découvert quelque chose qui remettait en question tout ce que nous savions sur le peuplement préhistorique de la Terre. La réponse est arrivée 48 heures plus tard. Continuez à documenter. Restez sur place. Une équipe de soutien arrivera dans 3 semaines. 3 semaines. Ils voulaient que nous restions là, à des milliers de kilomètres de la station de recherche la plus proche, sachant qu'il y avait là, sous nos pieds, quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Nous avons discuté de la possibilité de partir. Il suffisait de rassembler notre équipement, d'activer nos signaux d'évacuation d'urgence et d'exiger une évacuation immédiate. Mais la coalition était claire. Si nous quittions les lieux sans autorisation, nos carrières seraient terminées. Nous serions exclus de toutes les futures expéditions en Antarctique. Tout notre travail, tous nos sacrifices seraient donc réduits à néant. Nous sommes donc restés et nous avons continué à travailler. Nous n'avons pas rouvert l'ouverture. Personne ne l'a même suggéré. Au lieu de cela, nous nous sommes concentrés sur l'analyse des données que nous avions déjà recueillies. Photos, vidéos, mesures atmosphériques, scans structurels. James a passé des jours à étudier les symboles que nous avions enregistrés dans le bâtiment central. Il les a comparés à tous les systèmes d'écriture connus,
à la recherche de coïncidences, de similitudes. Rien n'avait de sens. Les symboles ne correspondaient à aucune langue connue. Ils ne suivaient aucun modèle reconnaissable de structure linguistique. Et pourtant, comme il l'a souligné, ils transmettaient clairement une information. La façon dont ils étaient disposés, la répétition de certaines combinaisons, les variations de taille et de complexité, tout cela suggérait une communication intentionnelle. Margaret travaillait sur la datation. À l'aide des échantillons de glace que nous avions prélevés lors du forage, elle a tenté de réduire la période de création de la cavité. Ces résultats concordaient avec les estimations initiales de James. Environ 950 000 à 500 000 ans pendant ce que les historiens appellent le réchauffement médiéval. Mais l'Antarctique n'était pas chaud pendant le réchauffement climatique médiéval. Il n'a jamais été chaud, pas depuis des millions d'années. Alors comment quelqu'un a-t-il pu y survivre assez longtemps pour y construire un établissement permanent? David s'est concentré sur les questions biologiques, les silhouettes que nous avons vues de bouger dans l'obscurité de la grotte. Qu'étaient-elles? Des hallucinations causées par le stress et le manque d'oxygène, un jeu d'ombre et de lumière que nos esprits tendus ont interprété comme des formes humaines? Ou s'agissait-il vraiment d'êtres humains, survivant d'une manière ou d'une autre sous 300 mètres de glace depuis des milliers d'années? C'était impossible. Le corps humain ne fonctionnait pas ainsi. Il n'y avait pas d'accès à la nourriture. Il n'y avait pas de lumière du soleil. Il n'y avait aucun moyen de respirer à part dans la grotte scellée avec une réserve d'air limitée. Et pourtant, nous les avions tous vus. Nous étions tous les 12 pour le confirmer. Ils étaient réels. Ils étaient là. La nuit, lorsque le hurlement du vent antarctique faisait trembler et vibrer les parois de nos tentes, nous parlions d'eux à voix basse. Nous réfléchissions. Nous élaborions des théories. Peut-être n'étaient-ils pas tout à fait humains. Peut-être étaient-ils autre chose, quelque chose qui avait évolué ou s'était adapté pour survivre dans des conditions qui auraient tué un Homo sapiens ordinaire. Peut-être était-il quelque chose de plus grand. La troisième nuit, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis réveillé vers 2 heures du matin, avec le sentiment soudain et irrésistible que quelqu'un m'observait. Ma tente était plongée dans l'obscurité totale. Nous économisions la batterie pendant notre sommeil en éteignant toutes les sources de lumière. J'étais allongé dans mon sac de couchage, à l'écoute, les yeux grands ouverts dans la noirceur. Rien. Aucun bruit, à part le vent à l'extérieur. Aucun mouvement. Mais le sentiment ne disparaissait pas. Quelqu'un était là. Quelqu'un juste à l'extérieur de ma tente, debout dans l'obscurité glaciale, regardant à l'intérieur. J'ai sorti ma main de mon sac de couchage et j'ai trouvé ma lampe de poche. Mais des doigts étaient si maladroits à cause du froid et de la peur. Je l'ai allumée. La lumière a envahi la tente, ne révélant rien d'autre que le désordre familier de mon équipement et de mes vêtements. J'ai dirigé le faisceau vers les parois de la tente, à la recherche de silhouettes, d'ombres, de n'importe quoi. Rien. Je suis sorti de mon sac de couchage, j'ai enfilé ma parka et mes 2 bottes. Puis je suis sorti. La nuit antarctique m'a accueilli de plein fouet. Moins 40 degrés, des vents soufflant à environ 50 km à l'heure. Ma lampe torche à peine allumée perçait à peine la neige qui tombait. Je ne voyais pas à plus de 5 mètres dans toutes les directions. Mais là, à la limite de ma vision, je l'ai vue. Une silhouette, immobile, face au campement. J'ai crié. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le cri m'a échappé avant que ma conscience rationnelle n'ait pu l'arrêter. La silhouette n'a pas bougé. Les autres membres de l'équipe ont commencé à sortir de leur tente, réveillés par mon cri, leur lanterne venant s'ajouter à la lumière. Nous étions tous là, debout dans le cercle de lumière, à regarder la silhouette. Ce n'était pas un être humain. C'était un rocher.
Juste un rocher de forme inhabituelle, debout à la verticale sur la glace, recouvert de neige, de telle manière qu'il semblait humanoïde dans la lumière tamisée. « Bon sang, Sarah !» dit Thomas, la voix tremblante de soulagement et d'irritation. « Tu nous as fait mourir de peur. »« Désolé, » dis-je me sentant idiote. « J'ai cru voir quelqu'un. » Nous sommes tous retournés à nos tentes. Mais avant d'entrer, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la pierre. Elle n'était pas là auparavant. J'en étais certaine. Nous avions passé des jours à étudier cette partie de la glace. Tout avait été cartographié, tout avait été documenté. Il n'y avait aucune pierre verticale à moins de 50 mètres de notre campement. Et pourtant, maintenant, il était là. Le lendemain matin, la pierre était toujours là. À la lumière du jour, il était encore plus évident qu'il s'agissait simplement d'une pierre. Un morceau de roche volcanique probablement projeté à la surface par une ancienne activité géologique. Rien de sinistre, rien d'étrange. Mais Thomas a trouvé quelque chose en examinant le sol autour de lui. Des traces, pas des empreintes d'animaux, pas de pingouins, pas de phoques. Des traces humaines, ou, du moins, quelque chose d'humanoïde. Elles étaient partiellement effacées par la neige et le vent, mais encore visibles. Une chaîne de traces partant de la pierre et menant à un trou de forage scellé. Nous nous tenions tous autour des traces sans dire un mot, car les implications étaient impossibles, inconcevables. Quelque chose était sorti de la grotte. Il avait traversé 300 mètres de glace dure. Il était remonté à la surface, et il avait traîné la pierre jusqu'à notre campement. C'était peut-être l'un d'entre nous, a dit Margaret, mais sa voix n'était pas convaincante. Pendant son sommeil, du somnambulisme peut-être, dû au stress. Les traces ne sont pas normales, a dit David. Il s'est accroupi près de l'une d'elles pour la photographier. Regardez la distance, le pas est trop court, et la répartition du poids est incorrecte. Ce n'est pas tout à fait un homme qui marche, c'est autre chose. Nous avons passé le reste de la journée à renforcer le campement. Nous avons installé des détecteurs de mouvement. Nous avons établi des protocoles d'alerte. Nous avons convenu de toujours rester par deux, de ne jamais sortir seul. Mais nous connaissions tous la vérité. Si quelque chose pouvait traverser 300 mètres de glace, nos mesures de sécurité étaient inutiles. Cette nuit-là, nous l'avons tous entendu. Un grondement. Le même son grave et résonnant que nous avions entendu dans la grotte. Mais cette fois, il venait d'en haut. De la terre sous nos tentes, vibrant à travers la glace, à travers notre équipement, à travers nos os. Cela a duré 2 heures. Personne n'a dormi. Nous sommes simplement restés allongés dans nos sacs de couchage, à écouter, à attendre que cela s'arrête. Quand le silence est enfin revenu, il était presque pire que le bruit. Le message est arrivé le 8e jour après la découverte. Il ne provenait pas de la coalition, ni de notre équipe de soutien. Il provenait d'une source inconnue, cryptée avec des protocoles de niveau militaire. James, qui s'occupait de notre système de communication, l'a décrypté. Il en a lu le contenu. Puis, il m'a tendu la tablette en silence. Le message était bref. Arrêtez immédiatement toutes les opérations de recherche. Ne interagissez pas avec le site. Ne diffusez pas d'informations supplémentaires. L'équipe de contenir arrivera dans 72 heures. Suivez toutes les instructions, aucune exception. Sécurité nationale. Sous le texte officiel, quelqu'un avait ajouté à la main une brève note. Vous n'êtes pas les premiers à les avoir trouvés. Soyez les derniers à les déranger. Nous avons réuni toute l'équipe. Nous leur avons montré le message. Nous avons observé ces implications s'imposer lentement à eux. Il y a eu d'autres expéditions, dit lentement Margaret. D'autres découvertes. Quand? Où? Peu importe, répondit Thomas. Ce qui importe, c'est que quelqu'un est au courant. Il est au courant depuis assez longtemps pour avoir mis en place des protocoles, et il en sait assez pour avoir peur. Une équipe de confinement, dit David.
Ils ne viendront pas pour faire de la recherche scientifique. Ils viendront pour... Il ne termina pas sa phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. Nous comprenions tous. Le confinement signifiait le contrôle, le secret, peut-être même l'effacement. Les 3 jours suivants furent marqués par une attente tendue. Nous avons suivi les instructions du message. Nous avons arrêté toutes les recherches en cours, scellé nos données, cessé de transmettre tout rapport supplémentaire. Mais nous avons aussi discrètement fait des copies de sauvegarde de tout. Nous avons téléchargé des copies cryptées sur nos appareils personnels. Nous avons caché les échantillons physiques là où ils ne seraient pas trouvés lors d'une fouille superficielle. Si quelque chose nous arrivait, nous voulions que les preuves survivent. Les phénomènes étranges se sont poursuivis. Chaque nuit, un grondement venait d'en bas. Chaque matin, nous trouvions de nouvelles pierres, disposées selon ce qui commençait à ressembler à un motif. Des cercles concentriques autour de l'emplacement du trou de forage scellé. Et puis, il y a eu les rêves. Nous avons tous commencé à les faire la 4e nuit après l'annonce. Pas des cauchemars, pas tout à fait. Juste des visions. Des images qui n'avaient aucun sens, mais qui semblaient tout à fait réelles. J'ai vu la grotte en dessous, mais elle n'était pas vide, elle était peuplée. Des centaines de silhouettes se déplaçaient entre les structures, accomplissant des tâches que je ne comprenais pas. Elles ne semblaient pas tout à fait humaines. Leurs membres étaient trop longs, leurs mouvements trop fluides, leurs visages... Je ne me souvenais pas de leur visage au réveil, juste la sensation qu'ils procuraient, vide, attentive, affamée. Margaret faisait des rêves similaires, tout comme James, David et la plupart des autres. Certains étaient plus vifs, plus inquiétants. Thomas s'était réveillé une nuit en criant, affirmant avoir vu l'intérieur du bâtiment central, un pilier au centre, des symboles, toujours en train de changer, toujours en train de se réécrire. Mais maintenant, il pouvait les comprendre. C'était des noms, une liste infinie de noms, non pas écrites, mais prononcés, criés, implorant quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. De l'aide, la libération, la vengeance, nous avons commencé à nous demander si ces rêves étaient vraiment des rêves, ou s'ils étaient autre chose. Des transmissions, des messages envoyés depuis sous la glace par des créatures qui attendaient depuis si longtemps dans l'obscurité. L'équipe de confinement est arrivée exactement 72 heures plus tard. 2 hélicoptères militaires, provenant d'une base inconnue, ont atterri à 500 mètres de notre campement. 24 personnes en sont sorties, toutes vêtues de combinaisons de protection spécialisées, toutes armées, toutes refusant de s'identifier autrement que par leur grade. Leur commandant, une femme qui nous a demandé de l'appeler simplement « capitaine », a immédiatement pris le contrôle. Tous les documents de recherche doivent être remis immédiatement, a-t-elle déclaré. Toutes les données, tous les échantillons, tous les enregistrements de quelque nature que ce soit. Quiconque enfreindra cet ordre sera arrêté et emmené pour être interrogé. En vertu de quel pouvoir ? Commença Thomas. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré par un accord international dont vous n'avez jamais entendu parler et dont vous n'entendrez jamais parler. Son regard était froid. Vous êtes tombé sur quelque chose qui dépasse votre compréhension, quelque chose qui a été classé secret, défense au plus haut niveau pendant plus de 100 ans. Votre découverte n'est pas une découverte. C'est simplement la dernière d'une longue série. « Que savez-vous d'eux » demandai-je. « Des gens sous la glace ?» Elle me regarda longuement avant de répondre. Ils étaient nombreux. Partout en Antarctique, des centaines de colonies, des milliers d'individus. Nous avons trouvé des traces datant de bien plus de 1000 ans, des dizaines de milliers peut-être, bien avant toute civilisation humaine connue. Alors, qui sont-ils ? C'est classé secret. Sont-ils encore en vie ? Demanda James. Nous les avons vus bouger. Ils ne peuvent pas être vivants.
C'est impossible. Le capitaine n'a pas répondu, mais son silence en disait plus long que n'importe quel mot. Ils ont passé les 2 jours suivants à démanteler systématiquement notre campement, confisquant chaque pièce d'équipement, chaque fragment de données. Ils ont exigé tous nos appareils personnels, nos caméras, nos carnets de notes, tout. Mais ils ont commis une erreur. Ils n'ont pas vérifié les échantillons biologiques que David avait scellés dans des conteneurs de stockage spécialisés. De petits fragments de glace provenant de différentes profondeurs du trou de forage, y compris un provenant d'une profondeur de 260 mètres, juste au-dessus de la grotte. David les avait cachés dans sa trousse de premiers secours personnel. Personne n'a vérifié le matériel médical, trop banal, trop évident. Lorsque les hélicoptères nous ont ramenés à la station McMurdo, un échantillon était revenu avec nous. 6 mois se sont écoulés depuis. 6 mois d'interrogatoire, d'avertissement, d'accords de confidentialité signés, sous peine d'emprisonnement, ou pire encore si nous divulguions publiquement ce que nous avions trouvé. Notre expédition a été officiellement classée comme un échec. Les anomalies géoradars se sont avérées être des formations géologiques naturelles. Aucune découverte significative n'avait été faite. L'affaire était close. Nous avons tous été autorisés à reprendre notre vie normale, notre carrière normale. Mais nous étions surveillés de près. Nos appels téléphoniques étaient contrôlés. Nos emails étaient lus. Nos publications étaient vérifiées. Toute mention de l'Antarctique, d'anciennes colonies ou de phénomènes inexpliqués était signalée pour une attention immédiate. Nous étions des prisonniers sans prison, des témoins à qui on avait ordonné de se taire. La plupart des membres de l'équipe se sont soumis. Ils sont retournés à leurs travaux de recherche et ont essayé d'oublier ce qu'ils avaient vu. Margaret a complètement abandonné la glaciologie et enseigne désormais dans un lycée. Thomas a déménagé en Alaska et travaille comme consultant privé, aussi loin que possible de tout travail de recherche en Antarctique. Mais je ne pouvais pas oublier. Je ne pouvais pas lâcher prise, parce que les rêves n'avaient pas cessé. Chaque nuit, je les voyais, des silhouettes sous la glace, se déplaçant dans leur éternelle patrouille. Le bâtiment central, avec son pilier incompréhensible, des symboles changeants et changeants dans des motifs qui commençaient presque à avoir un sens, et j'ai commencé à comprendre quelque chose d'horrible. Le village n'était pas abandonné. Les gens, ou quelque chose qui ressemblait à des gens, n'étaient même pas morts. Ils attendaient. David m'avait contacté 3 mois auparavant, avec prudence, des messages cryptés, des rendez-vous dans des lieux publics où nous pouvions parler sans être entendus. Il avait analysé l'échantillon de glace, celui qu'il avait sorti en contrebande. Les résultats étaient impossibles. La glace contenait de la matière organique, pas des bactéries microscopiques ou des spores anciennes. Du tissu humain, mais aussi non humain. L'ADN était en partie celui d'Homo sapiens, mais avec des modifications importantes, des mutations ou des modifications qui ne correspondaient à rien dans les bases de données biologiques connues. Et plus inquiétante encore, le tissu montrait des signes d'activité cellulaire récente, pas fossilisé, pas mort, dans un état entre la vie et la mort, préservé par le froid extrême, mais toujours capable d'une certaine forme de fonction métabolique. Ils n'ont pas survécu sous la glace pendant 1000 ans, m'expliqua David, la voix tremblante. Ils existent là-bas, sans vraiment vivre, sans vraiment mourir, simplement, en attendant. En attendant quoi? Ils n'avaient pas de réponse, mais je pense que je le savais déjà. Ils attendaient qu'on les trouve, qu'on les dérange, que le sceau de leur prison soit brisé. Et c'est ce que nous avons fait. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message étrange. Pas d'expéditeur, pas de titre, juste une ligne de texte. Vérifiez les données sismiques de l'Antarctique. Décembre 2023. J'ai accédé aux enregistrements sismiques publics.
Un réseau mondial de capteurs qui surveille en permanence l'activité géologique à travers la planète. Les données sont librement accessibles à quiconque sait où les trouver. Je l'ai trouvé. Un petit événement enregistré le 28 décembre 2023, 8 jours après notre évacuation. Une activité sismique provenant de l'endroit exact où nous avions foré à travers la glace. Pas un tremblement de terre. Pas une activité volcanique. Quelque chose de structurel. Quelque chose qui ressemblait à un effondrement ou une rupture. Quelque chose s'est produit dans la grotte après notre départ. Quelque chose que l'équipe de confinement n'a pas empêché ou a délibérément provoqué. Et depuis, d'autres événements sismiques se sont produits, moins importants, plus fréquents, tous provenant de la même zone générale de l'ouest de l'Antarctique. Quelque chose s'éveille sous la glace. Aujourd'hui, j'ai reçu un autre message. Cette fois-ci, il provenait d'un ancien contact du réseau de recherche antarctique. Quelqu'un qui me faisait encore confiance, qui se souvenait encore de l'époque où tout n'était pas encore classifié et caché. La station Amundsen-Scott a signalé des phénomènes atmosphériques étranges, des lumières sous la glace, des émissions sonores à basse fréquence, des rapports faisant état de hallucinations collectives chez le personnel. Ils évacuent dans 48 heures. Cela se reproduit. Cela se reproduit. Je sais ce que je dois faire. Je dois me taire. Je dois me protéger. Protéger ma carrière, ma vie. Je dois laisser tomber, laisser les gens qui semblent en savoir plus que moi gérer la situation. Mais je ne peux pas, parce que j'étais là-bas. Je les ai vus. J'ai senti la présence qui émanait de cet ancien pilier. Et je sais avec une certitude absolue que quoi qu'il y ait sous la glace, cela ne doit pas être libéré. Mais cela est libéré, lentement, implacablement. Peut-être par nos actions, peut-être par quelque chose de plus délibéré. J'écris ceci comme un enregistrement, comme un avertissement, comme un testament. Si vous lisez ceci, cela signifie que je l'ai transmis à quelqu'un qui peut le publier. Quelqu'un qui se trouve en dehors du système de contrôle et de secret, qui a tenté d'enterrer ce que nous avons trouvé. Je connais les risques, je sais ce qu'ils me feront s'ils l'apprennent, mais certaines choses sont plus importantes que la sécurité individuelle. Certains avertissements doivent être entendus, quel qu'en soit le prix. Sous l'Antarctique se trouve quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'est pas tout à fait humain, mais qui l'était peut-être autrefois, quelque chose qui a trouvé le moyen de survivre dans des conditions qui devraient tuer toute forme de vie connue. Et cela se réveille. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas ce que veulent ces créatures, quel était leur but, quelle était leur histoire avant qu'elles ne soient emprisonnées sous la glace. Mais je sais une chose avec certitude. Nous n'aurions pas dû ouvrir cette grotte. Nous n'aurions pas dû briser leur prison. Et maintenant que nous l'avons fait, je ne pense pas qu'il y ait un moyen de les renfermer à nouveau. Que cela serve d'avertissement, que cela serve de témoignage de ce qui a été trouvé et de ce qui a été perdu. Il ne reste plus qu'à prier pour que, lorsqu'ils finiront par briser la glace et remonter à la surface, l'humanité ait une chance de survivre à ce qui s'ensuivra.